Bonjour à tous. Près de 59 000 personnes touchées chaque année en France par un cancer du sein. Il y a urgence pour lutter contre cette maladie. Deux mots d'ordre, prévention et dépistage. On peut même dire dépistage précoce. On va comprendre tout ça avec le docteur Jean-Baptiste Méric au téléphone avec nous, oncologue et directeur du pôle santé et soins à l'Institut national du cancer. Bonjour docteur. Bonjour. Alors forcément, on profite d'Octobre Rose pour tous partir en lutte contre le cancer du sein, mais bien évidemment, on doit rester sensibilisé toute l'année. Première question, docteur, avoir un cancer du sein, ça veut dire quoi exactement? Alors, avoir un cancer du sein, ça veut dire que, une femme, le plus souvent, il peut y avoir quelques hommes, a dans son sein une tumeur qui s'est développée. Une tumeur, c'est-à-dire des cellules du sein qui se sont, déréglées et qui sont devenues des cellules cancéreuses. Alors il y a plusieurs types de cancer du sein. Le problème, c'est que certains de ces cancers sont agressifs, c'est-à-dire que non seulement ils vont détruire localement le tissu du sein, mais surtout, les cellules cancéreuses peuvent évoluer et se déplacer dans le corps, créer des métastases et, au plus grave, mettre en danger la vie de la patiente. Mhm. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme? C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, vous le disiez, près de 59 000 nouveaux cas par an et aussi 12 000 décès par an. Donc c'est effectivement une vraie préoccupation de santé publique. Alors, côté symptômes, quels sont les signes qui doivent nous alerter, docteur? Alors tout le problème dans le cancer du sein, c'est que pour une bonne partie des patientes, il n'y a pas de signes tant que l'on est au stade précoce de la maladie. Malheureusement, les symptômes que vont ressentir les patientes, c'est lorsque la maladie a déjà pris une certaine taille, une certaine importance, Mhm. voire à l'extrême, des signes déjà de métastases et de maladies diffusées. Dans le sein, lorsque la maladie commence, eh bien en fait, il va se former une boule. Alors cette boule, elle peut être tellement petite au début qu'on ne va pas l'apercevoir. Et puis lorsqu'elle devient un petit peu plus grosse, on va sentir l'impression d'avoir une petite boule dans le sein, parfois une petite pierre. On peut avoir aussi des tumeurs qui vont déformer un peu le sein, qui vont modifier la peau, la rendre un peu rouge, un peu chaude, ou qui vont modifier la forme du mamelon, qui peut s'orienter de façon un peu inhabituelle, qui peut se rétracter. On peut avoir aussi un écoulement au niveau du sein. Mais comme je vous le disais, dans beaucoup de cas, ces signes-là vont être absents pendant des mois, voire des années, et donc on va pouvoir diagnostiquer ce cancer uniquement par des moyens de dépistage que l'on va pouvoir mettre en œuvre avant que ces signes n'apparaissent. Mhm. Et si l'on repère l'un de ces symptômes chez soi, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Alors, si l'on repère une anomalie du sein, eh bien, il faut aller voir son professionnel de santé, idéalement son médecin traitant, son gynécologue, Oui. qui va réaliser lui-même un examen, une palpation du sein, et qui va, au besoin, programmer des examens complémentaires et notamment une mammographie. Alors, la mammographie, c'est un examen qui peut faire mal, ça? Parce que c'est une question qui revient souvent. Alors, la mammographie, c'est un examen de radiologie, c'est une radio du sein, hein. On va émettre des rayons X qu'on va ensuite recevoir sur une plaque réceptrice. Donc, c'est comme une radio des poumons, par exemple, c'est la même chose, sauf Mhm. que pour bien voir l'intérieur du sein, eh bien, il faut étaler le sein pour ne pas avoir des superpositions de différentes couches de tissu qui rendraient l'image inexploitable. Et pour cela, eh bien, la meilleure technique, c'est de comprimer le sein. Donc effectivement, on va dans la machine, dans le mammographe, Mhm. placer le sein et exercer une compression. Alors il faut savoir que cette compression, elle est modérée, que la mammographie va durer un temps très court, donc ça peut effectivement entraîner un inconfort, une gêne, éventuellement une douleur. On sait maintenant lutter contre cette douleur en réglant les mammographes. Il y a même des protocoles qui se développent de plus en plus pour que la femme participe elle-même au réglage de la compression et on sait que cela contribue à limiter la douleur. En tout cas, c'est vraiment au mieux quelques secondes, quelques minutes et Mhm. donc par rapport aux bénéfices que va apporter la mammographie en détectant un cancer, c'est un inconvénient, mais un inconvénient minime. Mhm. Dans le cas où une anomalie est détectée à la mammographie, il se passe quoi? Alors, il faut savoir que les anomalies détectées à la mammographie, heureusement, ne sont pas toutes des cancers. D'accord, Dans donc là, on beaucoup peut de rassurer toutes les personnes qui nous écoutent. Anomalie ne veut pas forcément dire cancer. C'est cela. Et donc, surtout, on peut dire
quand vous allez passer une mammographie et surtout une mammographie de dépistage, le plus probable, c'est de ressortir du cabinet d'imagerie médicale, de ressortir du processus de dépistage avec la certitude d'être en bonne santé. Et puis, effectivement, dans une minorité de cas, on va trouver des anomalies. Alors ces anomalies, ça peut être des choses bénignes, qui sont des images anormales, mais qui correspondent à simplement, on va dire, le vieillissement du sein, même si Mmh. ce n'est pas très agréable à dire aux femmes. Et puis, il y a des anomalies un petit peu plus difficiles, qui sont celles qui sont des états précancéreux. Et ça, c'est très intéressant, c'est de se dire qu'on peut arriver avant le cancer, qu'on peut repérer des éléments qui nous font dire attention, là, il y a quelque chose de suspect et on va pouvoir agir avant le cancer. Et puis, évidemment, il y a les anomalies au stade ultime, c'est-à-dire où il y a déjà un cancer, où la mammographie va permettre de le détecter. Mais si elle permet de le détecter lorsqu'il a une toute petite taille, eh bien, il y a une bonne nouvelle tout de même après cette annonce de cancer, c'est qu'en l'ayant détecté tôt, on va pouvoir mettre en œuvre des traitements moins lourds et avec plus de chances de guérison. Et en parallèle, de la mammographie, il y a aussi une surveillance annuelle, chez son médecin ou son gynécologue, qui reste importante, même si on n'a pas de symptômes. Alors effectivement, la mammographie de dépistage, elle s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans avec une mammographie qui est réalisée tous les 2 ans. Il faut donc aussi considérer les femmes de tout âge, parce que même si cela est beaucoup moins fréquent, il y a des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans, et puis il peut y avoir des cancers du sein après 74 ans. Donc effectivement, pour toutes les femmes, le fait qu'un professionnel médical réalise une palpation des seins une fois par an, ça va être important, à la fois pour celles qui ne sont pas encore concernées par le dépistage, et puis pour celles qui sont déjà dans le dépistage, parce qu'on sait qu'il y a rarement heureusement, des formes de cancer du sein un petit peu plus agressifs qui peuvent, entre deux mammographies, se développer et que l'on va pouvoir, comme cela, détecter. Mmh. À partir de quel âge on commence d'ailleurs ce suivi annuel? Alors les gynécologues le font très précocement, hein, dès qu'ils vont suivre des patientes dès l'âge de la première activité sexuelle et de la première consultation gynécologique. Les médecins traitants de même, lorsque l'on va parler contraception, lorsque l'on va parler prévention de façon Mmh. générale avec une patiente, on va pouvoir proposer un examen mammaire une fois par an. C'est partie de la bonne pratique. Alors pour que l'on se sente vraiment tous concernés, expliquez-nous l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. À quoi il sert? Alors, le dépistage vise justement à détecter des cancers à un stade le plus précoce possible, mais surtout de détecter idéalement des précancers aussi et donc d'éviter complètement le cancer. Ce dépistage précoce, qui est donc conseillé aux femmes entre 50 et 74 ans avec une mammographie tous les 2 ans, un examen clinique et éventuellement un complément par une échographie s'il y a des images qui posent question sur la mammographie, eh bien, il va permettre de diagnostiquer le cancer à un stade où en fait on va le guérir et on va le guérir au stade les plus précoces, on le guérit à 99%. Quand on le diagnostique au stade le plus tardif, eh bien, on est plutôt avec des survies à 5 ans qui sont de l'ordre de 20-25%. Donc, Mmh. effectivement, les chances de guérison données par le dépistage sont extrêmement importantes. Et entre 2 consultations médicales, on a aussi, la possibilité de s'auto-examiner. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et surtout comment on fait? Alors, l'autopalpation du sein peut poser question parce que ce n'est pas toujours simple pour une femme de savoir le faire. Elle peut effectivement l'apprendre avec le professionnel médical. Oui, Ça n'empêche pas de consulter son professionnel une fois par an, hein. Il ne faudrait surtout d'accord. pas laisser penser que parce que l'on va palper soi-même ses seins et ne rien sentir, Mmh. on peut être totalement rassuré et ne pas aller une fois par an chez son médecin, ne pas passer sa mammographie lorsqu'on est dans la tranche d'âge recommandée. Donc c'est un complément qui peut permettre parfois de diagnostiquer un cancer, mais quand même, il y a une vraie technique de palpation à apprendre et qui n'est pas si simple. Et donc les études sur l'autopalpation ne nous donnent pas toutes des résultats positifs. Donc c'est un complément pour des femmes qui veulent, en plus de la consultation médicale et de la mammographie, Mmh. apprendre à elles-mêmes se surveiller au mieux.
Bah, très bien. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de dépistage, mais il est aussi possible, d'agir en amont pour prévenir la survenue d'un cancer du sein. Sur quoi on peut agir, docteur, pour limiter les risques? Alors ça, c'est une question extrêmement importante parce que pendant trop longtemps, on a laissé croire, mais on n'avait pas encore toutes les connaissances scientifiques non plus, que le cancer du sein, c'était la faute à pas de chance. Mmh. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il existe des facteurs de risque de cancer du sein et surtout des facteurs de risque que l'on appelle modifiables, c'est-à-dire des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. On sait aujourd'hui que c'est vrai pour tous les cancers, pas que pour le cancer du sein. Oui, 40% des cancers pourraient être évités en modifiant nos comportements et nos habitudes de vie. Et c'est vrai aussi pour le cancer du sein. Vous parliez tout à l'heure des 59 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Eh bien, aujourd'hui, on sait que sur ces 59 000 nouveaux cas, on peut en attribuer 8 700 à la consommation d'alcool, presque 5 000 au surpoids et à l'obésité, 2 500 à la consommation de tabac et 2 500 encore à l'alimentation déséquilibrée. Donc, on a aujourd'hui les moyens d'agir et des moyens finalement assez simples en ne fumant pas, en limitant sa consommation d'alcool pour être dans la consommation, dans les repères de consommation recommandés, mmh. en luttant contre le surpoids et l'obésité par une alimentation adaptée et une activité physique régulière, on peut réellement diminuer son risque de cancer du sein. Donc c'est vraiment important pour nous de passer ce message aux femmes que effectivement le dépistage c'est tous les 2 ans pour celles qui sont concernées, mais la prévention c'est tous les jours par Mmh. des gestes simples qui sont par ailleurs des gestes bons pour la santé en général, que ce soit la prévention du cancer ou des maladies cardiovasculaires. Et puis alors il y a d'autres facteurs de risque, à connaître aussi, mais sur lesquels on ne peut pas, agir malheureusement comme vous le précisiez tout à l'heure. Alors effectivement, plus on avance en âge, plus on risque d'avoir un cancer du sein. Et ça, effectivement, on va malheureusement pas pouvoir agir sur les années qui passent. Et puis, il y a pour certaines patientes le fait que dans leur famille, il y a une prédisposition au Mmh. cancer du sein. Et là, on peut, à défaut d'agir en évitant le risque de cancer complètement, on peut proposer des chirurgies tout de même qui vont permettre éventuellement de retirer le sein avant le risque de cancer, ou on peut D'accord, proposer un dépistage renforcé oui. avec un dépistage avec des intervalles plus rapprochés et des examens par mammographie et par IRM. Donc on peut quand même agir, mais sur des maladies qui effectivement sont un petit peu différentes parce que cette prédisposition génétique qui va concerner un peu moins de 10% des patientes Mmh. est effectivement quelque chose de moins modifiable. Mais voilà, notre message, c'est quand même, on peut, pour presque 20 000 de ces 59 000 cancers chaque année, on pourrait les éviter avec des gestes relativement simples. Et alors pour finir, j'aimerais aborder avec vous, quelques questions qui reviennent beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné 3. D'abord une question qui peut paraître insolite, mais qui fait beaucoup parler, je vous la pose. Est-ce que porter un soutien-gorge augmente le risque de cancer du sein? Alors soyons clairs, c'est une fake news comme on dit, hein, Ouais. une fausse information. Non, le fait de porter un soutien-gorge, ne va pas, du tout, augmenter le risque de cancer du sein. Il faut voir qu'on se pose beaucoup de questions en recherche. Cette question-là a été posée, effectivement, il y a, quelques années et il y avait une étude, qui semblait montrer que peut-être il aurait pu y avoir un risque. Cette étude n'a jamais était confirmée par les autres études qui ont été menées et elle n'était pas en plus très solide sur le plan de sa méthode, D'accord. alors que depuis, il y a une étude qui a été réalisée sur 1500 femmes et qui bien clairement a montré qu'il n'y avait pas de lien. Dans les premières études, en fait, le biais, c'était que les femmes qui portaient des soutiens-gorge, ben, elles avaient plutôt des seins un peu plus volumineux. Et on sait aujourd'hui que ces femmes qui étaient un petit peu plus en surpoids, eh bien, elles avaient plus de risques du fait de ce surpoids. Donc, en fait, Mmh. c'était un facteur confondant, comme on dit, mais le fait de porter un soutien-gorge n'augmente pas le risque de cancer du sein. Bon, donc on peut être rassuré, par rapport au soutien-gorge. Deuxième Complètement, question. avec armature, sans armature, quel que soit le modèle, pas de risque.
OK. 2e question relevée, est-ce que, l'utilisation de déodorants, contenant des sels d'aluminium peut favoriser un cancer du sein? Alors là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées. Là encore, les études, les premières, elles datent, maintenant d'un petit peu plus de 20 ans, et on sait maintenant qu'il y a eu une étude, là encore bien faite, de bonne qualité, avec Mmh. ce qu'on appelle un bon niveau de preuve, qui est venu conclure au début des années 2000 qu'il n'y avait pas, heu, en lien avec l'utilisation, que ce soit de déodorants, d'antitranspirants ou de rasage, au niveau, Oui. des aisselles, il n'y avait pas, de risque, de cancer du sein, y compris pour des déodorants contenant des sels d'aluminium. Et donc, l'AFSAP, ce qui s'appelle maintenant l'agence, ANSM, qui s'occupe de Oui. la sécurité du médicament, eh bien, cette agence a, conduit une évaluation et a conclu clairement que sur la base des données disponibles, il n'y avait pas de risque cancérogène, de l'aluminium par voie, cutanée, et donc on peut tout à fait utiliser, des déodorants sans risque de cancer du sein. D'accord, et ce, même si on sait que parfois les sels d'aluminium, peuvent passer dans le sang? Alors les sels d'aluminium peuvent passer. Il y a encore des recherches importantes sur le rôle des sels d'aluminium, notamment, en lien avec des maladies neurologiques, par Oui. exemple. Mais en tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui, d'éléments qui viendraient nous dire qu'il y aurait un risque de cancer et notamment de cancer du sein. Ouais, très bien, et alors enfin, dernière question, est-ce que la pilule peut accroître, le risque de cancer du sein? Alors, effectivement, la pilule, qu'on appelle œstroprogestative, qui est donc, une pilule contraceptive, elle modifie un petit peu les risques de cancer, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Puisque effectivement, on va considérer que, chaque année, sur les 59 000 cas là dont on parlait, la pilule pourrait être en cause dans la survenue de l'ordre de 600 cas de cancer du sein et du col de l'utérus, regroupés. Mais dans le même temps, cette même pilule, elle évite 2 500, cas de cancer du corps de l'utérus et de cancer des ovaires. Donc aujourd'hui, il y a un tout petit, sur-risque potentiel avec la pilule. On peut malheureusement pas dire chez quelle femme en particulier, Mmh. donc ça va rentrer dans la discussion, entre le médecin et la patiente lors de la prescription d'une contraception pour choisir entre une pilule et un autre, moyen de contraception. Mais ce petit sur-risque, s'il existe pour une femme, il est vraiment, à considérer comme étant un sur-risque minime. Et quand on regarde le bénéfice, global de la pilule œstroprogestative, eh bien on est plutôt sur peut-être un tout petit peu plus de cancers du sein qui sont détectables et curables, facilement, et de façon un peu plus nette, un petit peu moins, de cancers de l'ovaire qui, eux, sont des cancers, bien plus difficiles à diagnostiquer et à soigner. Merci docteur, pour toutes ces explications sur le dépistage précoce des cancers du sein. On sait désormais qu'il est possible aussi d'éviter la survenue de cancer en agissant sur certains facteurs de risque. Donc la prévention, ça marche. On vous retrouvera, dans un prochain webinaire organisé par MGC Prévention pour toutes les cheminotes et cheminots le 15 octobre prochain, dans le cadre d'une grande campagne, de santé publique lancée en partenariat avec SNCF Mixité. Et pour encore plus de conseils et d'informations, rendez-vous sur le site mgc-prévention.fr pour commander gratuitement la brochure Dépistage précoce des cancers du sein, la prévention au féminin, élaborée en partenariat avec l'association Ruban Rose. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi bien sûr sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Car la santé, ça s'écoute. À très vite.